Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir ici en plein centre de Paris, au cœur de Paris, près du Trocadéro, au musée Guimet, le musée des arts asiatiques, l'un des plus célèbres musées des arts asiatiques au monde. C'est ici en 1889 qu'Émile Guimet a créé ce musée pour accueillir des créations artistiques de toute l'Asie. Et nous sommes ici dans cette salle magnifique qui est dédiée à l'Asie centrale, avec des œuvres d'art qui remontent à la dynastie des Qi du Nord jusqu'au 5e dynastie. C'est donc un lieu extrêmement prestigieux, le grand musée donc national des arts asiatiques qui nous accueille. Merci au musée Guimet. Nous sommes ici avec un thème absolument fondamental, la paix et l'émergence, la paix dans le monde et l'émergence des nouvelles puissances. Sommes-nous à nouveau dans le piège de Thucydide? Nous allons en parler bien sûr avec nos invités. Le piège de Thucydide, vous savez, c'est cet affrontement entre la puissance établie et la puissance montante. Si je vous dis Sparte et Athènes, il y a 25 siècles, si je vous dis la guerre du Péloponnèse, cela résonne. Mais si je vous dis aussi Royaume-Uni, France, Allemagne, c'est encore plus présent. Et aujourd'hui, États-Unis, Chine. Est-ce que nous sommes à nouveau dans le piège de Thucydide? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai l'honneur et le plaisir d'inviter pour cette deuxième table ronde, d'abord l'ancien Premier ministre du Burkina Faso. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Pascal Boniface, qui est le directeur et fondateur de l'Institut d'études internationales, l'IRIS. Bonjour Pascal Boniface. Bonjour. Et bien sûr Jean-Pierre Raffarin, qui est le président fondateur de la Fondation Perspective et Innovation et aussi bien sûr de la Fondation Leader pour la paix. Bonjour à tous. Bonjour. Jean-Pierre Raffarin, d'abord pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que c'est que le piège de Thucydide? C'est le numéro 1 qui a peur du numéro 2. C'était Athènes et Sparte, c'était Rome et Carthage, Carthago delenda est. Il faut détruire le numéro 2 parce qu'on veut rester numéro 1. Et donc, est-ce que les Américains veulent détruire la Chine ou affaiblir ou amoindrir simplement pour rester numéro 1? C'est ça un peu la question du match entre le premier et le deuxième. Ce qui fait que dans notre débat sur l'émergence, il y a deux émergences. Il y a l'émergence du numéro 2, qui était avant dans les classements au milieu de la planète et puis qui progressivement arrive à tutoyer le premier. Et puis il y a l'émergence aussi d'autres pays, du continent africain, de l'Inde et du Brésil, dont il faudra aussi parler parce que ce sont des acteurs nouveaux. Mais pour ce qui est du piège du Thucydide, c'est la peur qu'a le premier sur le second et l'ambition qu'a le second sur le premier. Et c'est ça le match Chine-États-Unis aujourd'hui. Et si nous sommes ici au musée Guimet, entouré d'histoire, c'est parce que l'histoire apporte des réponses peut-être à la situation d'aujourd'hui. Et Pascal Boniface, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il y a un nouveau piège de Thucydide aujourd'hui entre Pékin et Washington, entre les deux empires du XXIe siècle? La situation que Jean-Pierre Raffarin a décrite est celle-là. Il y a un pays dominant, mais qui est, disons, qui fait du surplace, et un pays qui est moins important, mais qui grimpe beaucoup et qui a l'ascendant. Et donc, on se demande comment va se jouer ce duel, effectivement. Dans un livre qui a été publié il y a 2 ans, Graham Allison étudie 16 cas historiques de lutte entre le numéro 1 et le numéro 2. Dans 12 fois, ça a été la guerre. Et 4 fois, quand même, on a pu l'éviter. Donc tout dépendra de ce que voudront faire à la fois les dirigeants américains et chinois. Il n'y a rien d'automatique. Il peut y avoir un affrontement, historiquement cela existe, mais c'était aussi une époque avant la dissuasion nucléaire, une époque quand même antérieure. On ne peut pas uniquement marcher par comparaison historique. Et puis il y a des fois où il y a eu une sorte de modus vivendi trouvé entre le premier et le second, parce que le premier a toujours trouvé qu'il serait plus coûteux et peut-être même impossible. Parce que très souvent, quand le premier a voulu empêcher le second de prendre sa place, il a accéléré son propre déclin et il a laissé le second devenir plus rapidement le premier, tout en étant lui-même moins puissant, en étant relégué plus loin derrière. Donc on peut espérer que la raison l'emportera. Et en même temps, l'Afrique, c'est un lieu de convergence des puissances, et on voit qu'il y a une rivalité en Afrique. On a vu que les États-Unis d'Obama essayaient d'être plus présents, et on voit que la Chine investit de façon massive en Afrique. Vous êtes au cœur du défi et au cœur du piège, d'une certaine manière. Je crois que, vu sous cet angle, en réalité, l'Afrique, par rapport à ce que je viens de dire, ne participe pas à ce type de combat. L'Afrique essaie de trouver une troisième voie. Lorsque vous voyez 2 personnes qui veulent se battre, c'est une troisième voie qui vient les séparer. Et pour nous, aujourd'hui, lorsqu'on s'assoit et qu'on regarde, l'Afrique doit éviter de s'aligner dans ce débat, mais être proche des deux pour dire ce qu'elle pense. Mais en réalité, dans sa construction, c'est l'Europe qui est la solution. C'est l'Europe qui est la solution.
quel rôle l'Europe entend-elle jouer dans ce débat? Veut-elle être spectatrice? Veut-elle apporter un rôle? Et pour nous, Africains, s'il y a un choix aujourd'hui, c'est une tendance Afrique-Europe qui ne vient pas pour contrebalancer, mais pour montrer qu'il y a une autre manière de faire. Alors justement, je me tourne vers Jean-Pierre Raffarin. L'Europe peut-elle répondre à ce défi? Une Europe qui est mal en point, une Europe qui se déchire avec le Brexit, le départ, le divorce de la Grande-Bretagne. Est-ce que l'Europe est capable de répondre à cette attente africaine? L'Europe est en difficulté, mais l'Europe a toujours trouvé ses ressources dans la difficulté. L'Europe est un produit de l'histoire. C'est la guerre qui a créé l'Europe. Oui. L'Europe n'est pas un produit du bonheur. L'Europe est un produit de l'horreur et au fond de la sombre perspective. Derrière tout cela, il y a la question de la guerre. Sur 16 cas cités par Pascal Boniface tout à l'heure, 12 se sont terminés dans l'affrontement. Donc nous, notre problème majeur, c'est éviter l'affrontement. De ce point de vue-là, peut-être que l'Europe peut trouver des ressources nouvelles parce qu'elle ne veut pas de la guerre. Personne n'a intérêt à la guerre. On n'aime pas d'ailleurs ce vocabulaire que les Américains emploient de guerre commerciale. Il faut ne jamais avoir connu la guerre sur son territoire, avoir fait la guerre chez les autres pour parler de guerre commerciale. Aujourd'hui, on ne veut pas de guerre commerciale. Au contraire, on veut de la coopération contre la guerre, du commerce, des échanges contre la guerre. Et donc cette ligne stratégique-là pour l'Europe, elle est très importante. Et ce qui me paraît essentiel, c'est que l'Europe comprenne que son destin, c'est leur Afrique, que nous sommes liés à l'Afrique et que l'Europe n'aura pas un devenir paisible, serein, développé, si elle n'organise pas et si elle ne participe pas à une émergence de l'Afrique qui soit une émergence profitable pour tout le monde. C'est une vraie vision Eurafrique, Euro-Afrique, mais dans l'immédiat, c'est la Chine qui investit massivement, c'est la Chine qui est présente, c'est la Chine qui signe des contrats par milliards. Vous savez, j'avais un président chinois qui m'avait dit un jour, dites-vous bien, on est aussi intelligent que vous et on travaille plus, donc on a des chances de vous rattraper. La Chine, elle sent aujourd'hui qu'en Afrique, elle a des problèmes. Et la Chine, aujourd'hui, demande une coopération tripartite. Elle veut continuer à travailler avec l'Afrique, mais elle comprend qu'elle a intérêt à travailler aussi avec l'Europe et que le triangle Europe, Afrique, Chine est quelque chose d'important. Pascal Boniface, vous êtes d'accord? Est-ce que, d'abord, l'Afrique, c'est un lieu de cet affrontement ou de cette rivalité Amérique-Chine? On est passé de l'afro-pessimisme des années 90 à l'afro-optimisme. 5% de croissance par an depuis le début du siècle, malgré la RDC, malgré la Somalie, et alors que l'Afrique était délaissée par tout le monde dans les années 90, tout le monde s'y précipite aujourd'hui. Et en fait, l'exemple que vient d'être donné par M. Raffarin montre bien, on pourrait finalement adapter le piège du suicide aux relations entre l'Europe et la Chine sur l'Afrique. L'Europe a vu la Chine arriver en Afrique. Elle n'a pas dit interdit d'entrée, c'est chez nous. D'ailleurs, l'aurait-elle dit, elle n'y serait pas parvenue à interdire l'entrée. Et donc, de façon, je dirais, à la fois pragmatique et intelligente, l'Europe s'est dit, les Chinois sont là, peut-être qu'il y a des choses à faire ensemble. Peut-être que que les investissements chinois peuvent être également utiles à l'Europe. Donc, on n'a pas eu une attitude de dire, nous sommes là et les autres n'ont pas le droit de venir. On s'est fait à la concurrence, parce que c'est une concurrence, c'est parfois une coopération, il y a les deux. Mais en tous les cas, le fait que l'Afrique soit non plus délaissée, mais courtisée, est une bonne nouvelle pour l'Afrique. Ça lui permet de choisir ses coopérations et d'avoir plus de marge de manœuvre parmi ses multiples prétendants. Nous sommes ici dans cette salle dédiée aux routes de la soie. Alors, la route de la soie, on voit très bien Cannes jusqu'à Lyon. Est-ce que ça passe par l'Afrique ou pas? C'est par son... Oui, c'est un projet entre l'Asie et l'Europe d'abord. Oui. Et l'Afrique n'est qu'un petit morceau. Mais aujourd'hui, quand on regarde, la manière de trouver dans ce projet une approche novatrice, qui en réalité répond aux vraies questions de développement que l'Afrique traverse. Parce que comme le premier Jean-Pierre Raffarin l'a dit, l'Europe doit plus saisir l'occasion que n'importe qui. Parce que tous ces troubles, tous ces défis que traverse l'Afrique, mais que l'Europe se le dise, elle les aura chez elle. Rien à faire. C'est clair. Donc le sursaut devait venir. Mais je me dis, cette route de la soie, les Africains l'ont perçue comme étant une possibilité pour eux, de pouvoir se mettre autour d'une table. C'est une tradition africaine, la tradition du dialogue. La route de la soie laisse au pays de discuter, de voir quels sont ses projets à lui, quelles sont ses voies de développement. Donc on recrée ce que nous étions en train de perdre comme tradition. Deuxièmement,
c'est ouvert. Ouvert sur le monde, ça permet une relation avec l'Asie, mais ça permet une relation avec l'Europe. Donald Trump, c'est donc le grand perturbateur, si j'ose dire, déstabilisateur de l'ordre mondial. Mais Pascal Boniface, est-ce qu'on peut comprendre l'Amérique qui finalement s'inquiète de la montée en puissance de la Chine, de ce qu'on peut appeler la renaissance chinoise? Oui, bien sûr, parce qu'effectivement, il n'est jamais agréable quand on est numéro 1 de voir un numéro 2 fondre sur vous et menacer de vous dépasser. Mais si on compare l'attitude de Barack Obama et celle de Donald Trump par rapport au problème qui est le même, parce que ce problème de rattrapage laissé par la Chine n'est pas nouveau, il se pose depuis déjà de nombreuses années, on voit bien que la réponse que Barack Obama apporte à cela est plus une attitude, je dirais, coopérative et de méfiance, mais de coopération attentive et prudente, alors que Trump, pour des raisons très souvent électorales, a plutôt tendance d'aller au clash. Et on sait très bien, ce que l'on peut craindre, c'est l'engrenage. L'engrenage parce qu'on commence par faire des déclarations mâles qui plaisent aux électeurs et ensuite on est entraîné contre soi dans un mouvement qui ne va peut-être pas jusqu'à une guerre nucléaire, bien sûr, entre la Chine et les États-Unis, mais qui peut aller d'affrontement en affrontement, une situation qui sera dommageable pour tous. Quel est le calcul de Donald Trump à l'égard de la Chine? Je ne peux pas vous le dire. Il y a deux hypothèses, qui sont deux hypothèses recevables. D'un côté, c'est le professionnel de l'immobilier qui négocie jusqu'au bout, qui négocie l'accord, qui le discute dans l'ascenseur, qui le rediscute dans le taxi, et qui le discute encore chez le notaire, mais qui à la fin, ici. Ça, c'est ce qu'il a fait avec le Mexique, et c'est ce qu'il a fait avec le Canada. Donc les Chinois espèrent que ça va se passer comme ça. Ça, c'est la première stratégie, la négociation. La deuxième stratégie, c'est la diabolisation. La diabolisation de la Chine. La Chine est l'adversaire de l'Amérique, la Chine est l'adversaire du monde, et donc je vais contenir la Chine. Et cette logique de diabolisation, à terme, elle est perdante pour les États-Unis, car la Chine est rancunière, et le temps chinois, il est très très long. La Chine n'oublie pas. Et donc, à long terme, il perd. Mais dans 2 ans, il peut être celui qui a maîtrisé un peu la Chine, qui a ralenti la Chine ou qui a affaibli la Chine, ce qui peut lui donner une attitude positive. Donc la stratégie de la diabolisation, il ne faut pas l'exclure. Je pencherai plutôt sur une stratégie de la négociation, mais je n'abandonne pas la stratégie de la diabolisation. Ça, je ne sais pas. Parce que Pascal Boniface, on peut s'interroger quand même. Est-ce que vraiment la Chine peut se permettre le luxe d'une guerre commerciale avec l'Amérique et réciproquement? Leurs intérêts sont tellement liés. Les capacités de la Chine sont telles vis-à-vis de l'économie américaine et réciproquement, la Chine a besoin des consommateurs américains. Donc, est-ce qu'ils peuvent vraiment se faire la guerre ou est-ce que c'est finalement une stratégie de politique intérieure, comme le disait très justement, comme la première hypothèse de Jean-Pierre Raffarin? Est-ce qu'ils peuvent vraiment aller vers une guerre ouverte? Pour faire la paix, il faut être deux. Pour faire la guerre, un seul suffit. Et ce ne sont pas les Chinois qui choisissent l'affrontement pour le moment. C'est bien Trump qui a lancé la bataille et les Chinois réagissent parce qu'effectivement, leur légitimité, la légitimité du Parti communiste chinois, ce n'est pas les œuvres de Mao, c'est le taux de croissance de l'économie, le fait que ça marche bien. Donc ils ont besoin de l'accès au marché américain. En même temps, il y a quand même aussi un patriotisme et un nationalisme très fort et les Chinois n'accepteront plus d'être humiliés et d'être traités comme une nation de second ordre. Donc si Trump veut dire « voilà les conditions, vous n'avez qu'à signer parce que je suis le plus fort », il aura un refus. Trump prend un risque parce que les Chinois ont quand même des arguments à faire valoir, outre ceux que Jean-Pierre Raffarin a énumérés. Je veux dire, Apple, si tout d'un coup les composants chinois sont plus chers, eh bien c'est Samsung ou Huawei qui va triompher. Boeing n'a pas envie de se voir fermer le marché chinois. Et donc ce n'est pas là, on n'est pas dans une situation où les Américains ont tous les pouvoirs. La Chine, ce n'est pas l'Iran. Et les États-Unis ne sont pas dans la même situation que par rapport à l'Iran, sauf que leur comportement impérial les conduit un peu à penser qu'ils peuvent faire entendre raison à tout le monde. Alors, effectivement, il y a l'option de on fait monter les enchères pour signer aux meilleures conditions possibles, et à la fin des fins, la raison l'entendra, parce que, contrairement à ce que déclare Trump, je ne sais pas s'il le croit, il déclare que la guerre commerciale c'est facile. Chacun sait que les guerres commerciales, il n'y a que des perdants. Et le risque, c'est une récession à travers le monde s'il y avait vraiment une guerre. En Afrique, c'est quoi l'image de Donald Trump et est-ce que vous êtes préoccupé par ce risque d'inflammation et du climat international à cause d'une guerre commerciale Chine-États-Unis? Non, tout à fait. Je crois que, comme vous l'avez dit vous-même, si cette guerre commerciale continue, elle n'épargne personne. On aura une récession au niveau mondial, on aura des difficultés qui viennent d'un peu partout et naturellement, nous allons y subir. Et deuxièmement, si ce ton belliqueux continue, et pour ma part, je pense comme le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, que ça ne peut être quelque chose qui peut prospérer dans le court terme.
Ça ne peut pas prospérer dans le long terme parce que, la relation entre les États-Unis et la Chine est tellement stratégique que dans les faits, l'un a besoin de l'autre. La Chine a besoin du marché et des États-Unis. Les États-Unis ont besoin de vendre leurs bons du trésor aux Chinois. Quelle est la vision d'Europe? Parce que le passé, bon, c'est très bien, c'est la paix, c'est fondamental. Mais pour les jeunes générations, l'Europe, c'est quelle vision pour demain? Je pense que c'est une vision européenne, c'est-à-dire Oui, mais... de ne pas être dépendant des autres. Et donc c'est une vision de liberté. Mais pour ça, il faut qu'on traite un certain nombre de questions. Et là, Pascal Boniface connaît bien ces sujets, mais je pense que la sécurité à l'est de l'Europe, par exemple, le fait que les Suédois, les pays baltes et les Polonais aient peur de la guerre avec la Russie, c'est un sujet pour nous, Européens. De même que la Russie est persuadée que nous voulons mettre l'Ukraine dans l'OTAN pour lui faire la guerre, tout ceci sont des sujets qui crispent et que nous devons apaiser. Donc il y a un très gros travail politique à faire en Europe pour pouvoir, je dirais, assurer notre avenir. Je pense que la sécurité à l'Est et le développement au Sud sont deux priorités que notamment le couple franco-allemand doit assumer. De ce point de vue-là, il y a eu quelques progrès puisque l'Allemagne s'intéresse plus à l'Afrique maintenant qu'elle ne s'y intéressait il y a quelques années. Donc nous avançons sur ces sujets. Donc moi je suis assez optimiste, mais naturellement il ne faut pas qu'on ait des forces de destruction qui sont extérieures. Et c'est pour ça que les gestes de M. Obama sont inamicaux quand il vient chez nous le 11 novembre pour célébrer la fin de la Première Guerre mondiale et célébrer la paix, et qu'il nous envoie Vous voulez dire Donald Trump? Donald Trump, oui. Donald Trump, oui. Tout à fait. Oui. Et donc, nous sommes là dans une situation où on est assez affligé de voir aujourd'hui une relation avec l'Atlantique, qui est une relation affaiblie, qui nous oblige à regarder vers l'Eurasie, vers ce grand continent, parce qu'on a besoin de la Russie, parce qu'on a besoin de la Chine, parce qu'il faut aussi traiter des questions du Moyen-Orient qu'on ne peut pas traiter sans la Russie et la Chine. Donc on a un grand nombre de sujets qui sont très importants, mais peut-être que c'est là aussi un beau destin de l'Europe, de se dire que nous avançons sur l'Eurafrique et nous avançons sur l'Eurasie. Et ainsi, nous avons nos deux ailes, comme ces beaux oiseaux qu'on voit au Palais du Peuple à Pékin, où on voit toujours s'envoler au-dessus des chefs d'État des oiseaux de paix. Eh bien nous, peut-être que l'Europe peut être ce bel oiseau avec son aile eurasiatique et son aile eurafricaine. Alors, Pascal Boniface, c'est une vision réaliste? Ou est-ce qu'on va en passer par quelques soubresauts avant? Parce que le Brexit, déjà, c'est au moins 2 ans de parenthèse et on arrive en 2020. Oui, et qu'est-ce qui se passe en 2020? Ça n'empêche pas l'Europe d'agir. Le Brexit n'est pas la fin de l'Europe. Ça peut être au contraire un nouveau départ. Et pendant le Brexit, l'Europe n'est pas pieds et poings liés à ne rien faire. Il y a une grande différence entre l'Europe et les États-Unis. Jean-Pierre Raffarin l'a souligné, c'est que les États-Unis n'ont jamais connu, à part la guerre civile, la guerre sur leur territoire. Donc nous, on est vaccinés de cela parce qu'on a failli disparaître. Et en fait, l'Europe a renoncé au rêve de domination. L'Europe, son ADN, c'est le multilatéralisme, parce qu'elle a été bâtie ainsi et qu'elle veut le promouvoir à l'extérieur. Alors que l'unilatéralisme est quand même plus fortement présent, avec des degrés divers selon les présidents, dans l'ADN américaine. Mais dans le partenariat avec l'Afrique, bien sûr, il y a l'histoire, mais il n'y a plus la crainte d'une Europe qui veut asservir, d'une Europe qui veut dominer. On est revenu de tout ça. Et donc, on peut offrir quand même aux autres une coopération. Et puisque l'heure est à l'euro-pessimisme, je rebondirai là encore sur les propos de Jean-Pierre Raffarin. En fait, l'Europe, il y a peut-être une fatigue des citoyens européens par rapport à la construction européenne. Mais en dehors de l'Europe, l'Europe reste attractive. Les réfugiés, y compris syriens, ils ne veulent pas aller en Arabie Saoudite, ils veulent aller en Europe. Et les pays qui veulent adhérer à l'Union européenne sont très nombreux. Donc en fait, on a ce paradoxe d'une Europe qui a une bonne image, qui est attractive à l'extérieur, et dont les citoyens sont mécontents ou fatigués parce qu'ils estiment qu'il faudrait peut-être aller plus loin ou faire mieux. Et c'est à nous de le faire. Monsieur le Premier ministre? Oui. Je pense qu'il a dit quelque chose qui me paraît tout à fait important. De mon point de vue aujourd'hui, lorsqu'on regarde, comme j'ai dit, la tendance naturelle, c'est l'Europe-l'Afrique. Du côté européen, il y a peut-être 2 éléments sur lesquels il faut regarder. Le premier élément, quand bien même aujourd'hui, on est sorti de périodes de domination. Il reste quand même que l'Europe doit arriver à inventer une approche qui libère l'Europe lui-même de l'esprit du colonialisme. C'est-à-dire, quoi qu'on dise, on a toujours présent cet esprit-là.
Il faut en sortir. Il faut en sortir, il faut avoir une relation franche, une relation ouverte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est vrai, les Occidentaux, bon, ils étaient des vainqueurs. Ils ont dessiné le monde comme ils le voulaient. Ils ont dessiné des repères comme... Il faut qu'ils arrêtent de croire que les repères européens sont les seuls repères qui marchent. Et que ce que l'on voit chez l'autre, il faut prendre le temps, il faut regarder, il faut voir comment on bâtit à partir de ce qu'il est. Je pense qu'il y a ces deux aspects qui me semblent être des aspects pas difficiles à corriger. Et que si vous voyez tous les Européens qui fréquentent l'Afrique, qui aiment l'Afrique, ils ont compris que c'est des choses qu'on peut changer facilement. Mais vu de loin, avec un esprit où on pense que tout ce qui est bon peut venir de là, vraiment, on va faire fausse route et on n'aura jamais, on va pas arriver à avoir ce tâtelage qui nous fera être cette force qui se met au milieu de ces deux géants qui se battent et de leur dire, écoutez, il y a de la place pour la paix, il y a de la place pour le multilatéralisme. Quelle est la réponse possible de l'Europe face à la route de la soie, la nouvelle route de Xi Jinping, en fait? Voir, il y a des projets qui concernent l'Europe, qui peuvent vous intéresser. Si on développe le commerce entre l'Europe et la Chine, avec plus d'exportations européennes vers la Chine et peut-être plus d'exportations chinoises, c'est aussi notre intérêt. Si ces projets permettent de développer les infrastructures en Afrique, c'est notre intérêt indirect, parce que nous avons besoin d'une Afrique en pleine de ressources et non pas une Afrique qui reste sur sa faim. Alors Jean-Pierre Raffarin, votre opinion sur ce point? Les routes de la soie, c'est une forme de nouvelle conquête chinoise, c'est l'expression de cette renaissance. C'est perçu en France ou en Europe d'une façon générale avec une certaine prudence. Toute la question, et je reviens sur ce que Pascal Boniface dit justement, il faudrait qu'on soit unis. Tout notre problème, c'est de définir quelle est la stratégie européenne de la route de la soie. Pour moi, c'est nos projets, nos entreprises, nos normes. C'est-à-dire qu'est-ce que nous avons à proposer. Et de discuter avec les Chinois pour pouvoir, et avec les autres partenaires, pour pouvoir déboucher sur nos intérêts. Naturellement, certains de nos intérêts seront retenus, d'autres ne le seront pas, mais ce sera comme ça pour les uns ou pour les autres. Donc je pense que c'est à nous de prendre la parole. Au fond, c'est une table de discussion qui est ouverte, la route de la soie. Est-ce qu'on est autour de la table ou est-ce qu'on est spectateur? Si on est spectateur de l'histoire, parce que les Chinois, quand ils se lancent dans une opération de cette nature, vous pouvez être sûr que vos petits-enfants et mes petits-enfants connaîtront la route de la soie, nouvelle voie commerciale du monde moderne. Et donc, nous sommes là face à une réalité où nous y participons ou nous n'y participons pas. Mais pour y participer, il faut encore qu'on sache ce qu'on veut obtenir. Parce qu'on a des règles qu'on veut défendre, celles de l'OMC par exemple, parce qu'on a des entreprises qui doivent exister, parce qu'on a l'ouverture sur l'Afrique et qu'on a un certain nombre de méthodes que l'on veut absolument défendre. Dans ce contexte-là, la route de la soie, pour nous, nous impose un travail préparatoire. Il n'y a pas de négociation qui se fasse sans préparation. Mais donc une réponse européenne? Moi, je pense qu'il faut une réponse principalement européenne, au moins sur les cadres. C'est-à-dire une place pour nos entreprises européennes, une place pour nos projets, une place pour nos normes. Peut-être qu'on ne gagnera pas tout. Parce que ce qui a été dit par mes deux amis ici, qui est très important, c'est qu'au fond, on voit bien qu'on a besoin pour la paix de multilatéralisme. On voit bien que le multilatéralisme actuel a ses faiblesses, que l'ONU ne marche pas comme on voudrait qu'elle marche, que l'UNESCO n'atteint pas tous les objectifs qu'on voudrait. Et pourtant, ce sont des organisations très utiles qu'il faut défendre. Il faut donc reconnaître que le multilatéralisme a été inventé par l'Ouest pour l'Ouest. Aujourd'hui, l'Afrique est là, l'Asie est là, les donnes sont nouvelles. Donc il faut adapter notre multilatéralisme. C'est une belle occasion de discuter. Monsieur le Premier ministre, vous concrètement, qu'est-ce que vous attendez de l'Europe pour l'Afrique? Et ensuite, je vous pose la question, qu'est-ce que vous attendez de la Chine? D'abord l'Europe, qu'est-ce que vous attendez? Non, je crois de l'Europe, il faut dire la vérité, je l'ai dit, c'est que l'Europe prenne conscience que les défis en Afrique sont des défis européens. Juncker l'a dit au dernier sommet Europe-Afrique à Abidjan, il a dit soyons conscients que les problèmes de l'Afrique sont les problèmes de l'Europe et les problèmes de l'Europe sont les problèmes de l'Afrique. Vous pensez aux migrations en particulier? Pas simplement ça, même au-delà des migrations. L'économie, les échanges. Il y a tellement d'échanges entre nous. Aujourd'hui, je vous dis, nous, on a fait nos études en France. Combien de nos enfants font leurs études en France? Combien?
nos enfants font plus leurs études en Chine qu'en France. Ils font plus leurs études aux États-Unis, au Canada. Moi, j'ai 3 enfants. Aucun de mes enfants n'a fait ses études en France. Alors que moi, j'ai fait mes études en France. Aucun de mes enfants. Mais pourquoi ils ne le font pas? Est-ce que vous pensez... C'est-à-dire que la relation affective, vous ne pouvez l'enlever nulle part. Elle est très importante. Le fait que nous ayons fait nos études en France, lorsqu'on parle de France, il y a quelque chose qui nous amène à dire oui, je connais quelqu'un, je vais y aller. Mais moi, mes enfants, quand vous leur parlez de la France, ils vont dire, mais papa, écoute, moi j'ai fait mes études au Canada, je connais plus les gens, je connais des méthodes là-bas. Mais vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses, vous voyez, qui peut-être sont minimes, mais dont la France n'a pas pu venir. Malheureusement, et je pense que ce sont des questions qu'on a discutées à notre dernière réunion sur les leaders de la paix. Aujourd'hui, c'est le moment où l'information est plus maîtrisée, où les gens ont connaissance de beaucoup de choses. Mais c'est le moment où on est le plus surpris par les événements. C'est paradoxal. Donc vous voyez des petits faits pareils, mais moins vous avez des gens qui vous connaissent, moins le pays est porté vers vous. On voit bien, Jean-Pierre Raffarin, qu'on a besoin d'un sursaut. On a besoin d'idées neuves, on a besoin d'une vision. Est-ce que les Européens sont capables d'apporter les réponses qui sont attendues, c'est-à-dire de dire par exemple, et de comprendre surtout et d'assumer que les défis africains sont aussi les nôtres, aux Européens? Ça, je pense que oui, on va vite voir dans les années qui viennent que notre destin est complètement commun. Et probablement que l'immigration sont un des facteurs majeurs de cette évolution qui sera parfois douloureuse, mais qui est au fond une évidence géopolitique qu'il faudra bien reconnaître à un moment ou à un autre. Et donc je crois qu'on va avoir vers cette conscience. Ce qui est très important dans tout ce qui est en train de discuter, c'est que l'émergence d'un continent nouveau qui serait l'Eurasie, avec une connexion l'Eurafrique. Et au fond, de faire de cette grand triangle une sorte de zone de stabilité du monde. C'est ce que peuvent rechercher les Chinois. Et donc, je crois qu'on a des intérêts communs parce que ce sont des vieilles civilisations et je crois qu'il est très important de ne pas sous-estimer les problèmes de culture. On a besoin du développement, c'est le développement qui est la priorité. Le développement est la destination, le chemin, c'est quand même la culture, c'est la démarche culturelle. Alors nous avons commencé cette émission en parlant du piège de Thucydide. On a bien, je crois, fixé les enjeux. Juste d'un mot chacun, et je vais faire le tour de notre table ronde. Est-ce qu'on va tomber dans le piège ou est-ce qu'on va l'éviter? Alors je vais commencer par Pascal Boniface. Alors la guerre, je n'y crois pas, il y a la dissuasion nucléaire, mais on risque d'avoir, y compris pour des raisons de politique intérieure américaine, des affrontements qui vont être mauvais. Monsieur le Premier ministre Tsongo? Non, je crois que pour le court terme, les turbulences sont là. Mais je ne crois pas du tout à cette guerre sur le long terme parce que personne n'a intérêt et les États-Unis ne peuvent pas empêcher la Chine d'arriver où elle va arriver. 2050, le centenaire de la Chine sera la première puissance. Donc sagesse africaine. Et vous, Jean-Pierre Raffarin, pour conclure? Eh bien, le président chinois au forum de Boao disait « Dans le monde d'aujourd'hui, on ne réussit pas seul. On a besoin des autres. » Je crois que c'est ça la vérité et donc à un moment ou à un autre, ça conduira à un accord. On ne réussit pas seul. La guerre n'est pas une réussite, or c'est la seule chose qu'on peut faire seul, et encore. Donc je crois vraiment que c'est cette idée qu'aujourd'hui, la solution aux tensions, c'est la coopération, et par définition, la coopération, elle est plurielle, on ne réussit pas seul. Eh bien voilà une belle conclusion, respect d'un côté et on ne peut pas réussir seul. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je tiens à remercier évidemment le musée Guimet, c'est au cœur de Paris, vous pouvez y venir lors de notre prochain séjour. C'est un musée extraordinaire, nous sommes, je le rappelle, dans cette salle dédiée aux routes de la soie avec les trésors de la dynastie des Qi. Venez au musée Guimet et continuez à regarder nos émissions et je vous dis à bientôt.